Le soleil d'octobre baignait d'une lumière chaude le petit rassemblement alors que Jared James Dickus, 21 ans, et Anguy Diaz, également âgé de 21 ans, échangèrent leurs vœux à l'automne 2022. Pour ceux qui assistaient à cette cérémonie modeste, cela semblait être le début d'une belle histoire d'amour entre deux jeunes gens impatients de commencer leur vie ensemble. La mariée, avec son sourire radieux et sa personnalité joyeuse, semblait incarner parfaitement l'image du bonheur que ses amis et sa famille attendaient d'elle. Anguy Diaz était, de la vie générale, une jeune femme dynamique qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Sa patronne, Veronica Jiménez, se souviendra plus tard d'elle comme d'une fille très brillante, pleine d'énergie, jamais négative. Ceux qui la connaissaient parlaient d'une jeune femme qui avait des rêves, des ambitions et un enthousiasme contagieux pour la vie qui la rendait impossible à ignorer. C'était le genre de personne qui faisait en sorte que les autres se sentent valorisés, qui écoutait attentivement et qui semblait toujours avoir un mot gentil à dire. Pour Anguy, épouser Jared représentait plus qu'un simple engagement romantique. C'était un acte de foi envers un avenir qu'elle croyait prometteur. Elle avait immigré du Nicaragua, emportant avec elle les espoirs et les rêves que tant de jeunes portent lorsqu'ils cherchent une vie meilleure dans un nouveau pays. Son oncle, Irvin Orellana, qui avait été son tuteur légal, la décrivait comme « la lumière de notre famille », quelqu'un qui était toujours souriante et d'une personnalité joyeuse. Peu après le mariage, Jared s'est rendu sur Facebook pour partager la bonne nouvelle avec ses amis et sa famille. Il a publié des photos du mariage, montrant les jeunes mariés dans leur tenue de cérémonie, souriant largement à la caméra. Les images dépeignaient un amour naissant et un nouveau départ. Les amis et les membres de la famille ont cliqué sur « J'aime » et laissé des commentaires de félicitations, offrant leurs meilleurs vœux pour l'avenir du couple. En apparence, tout semblait parfait. Le jeune couple s'est installé dans sa nouvelle vie à Waller County, au Texas, à environ 100 km au nord-ouest du centre-ville de Houston. Ils ont élu domicile dans une petite cabane située sur la propriété des parents de Jared, dans le bloc 200 d'Oak Hollow Boulevard, près de Magnolia. Cet arrangement semblait pratique pour des jeunes mariés qui venaient de se lancer. Ils avaient leur propre espace, tout en restant proches du soutien familial. Le comté de Waller, avec son charme rural et ses communautés soudées, semblait être l'endroit idéal pour que le jeune couple construise son avenir. La région, caractérisée par de vastes propriétés et la familiarité entre voisins propres à la vie dans une petite ville, offrait un contraste saisissant avec les centres urbains animés situés à proximité. Pour Anguy, qui avait voyagé si loin de son Nicaragua natal, cette partie du Texas représentait le rêve américain qu'elle était venue chercher. Au cours des premières semaines de leur mariage, le couple semblait s'adapter à ces nouveaux rôles de mari et femme. Ils construisaient ensemble leur foyer dans cette petite cabane, la remplissant des objets et des routines ordinaires qui composent la vie conjugale. Pour les observateurs, y compris les parents de Jared, qui vivaient à proximité sur la même propriété, les jeunes mariés semblaient traverser les ajustements typiques qui accompagnent tout nouveau mariage. Mais sous la surface de ces photos de mariage souriantes, publiées sur les réseaux sociaux, sous la façade joyeuse qu'Anguy maintenait avec son optimisme caractéristique, quelque chose de plus sombre prenait racine. La cabane qui était censée être leur sanctuaire, leur espace privé pour construire une vie ensemble, allait bientôt devenir le théâtre d'une horreur inimaginable. Ce que les amis, la famille et même les propres parents de Jared ne réalisaient pas, c'est que la relation entre les jeunes mariés n'était pas aussi idyllique qu'elle le semblait. Derrière des portes closes, loin des messages de félicitations sur Facebook et des vœux de bonheur de leurs proches, des troubles couvaient. Le bureau du shérif du comté de Waller révélera plus tard avoir été appelé à plusieurs reprises au domicile du couple pour des signalements de violences domestiques. Une tendance inquiétante qui suggérait que le mariage était loin du conte de fées qu'il semblait être sur les réseaux sociaux. La violence domestique se manifeste rarement de manière ostensible à l'extérieur.
Elle se déroule généralement dans la sphère privée, cachée derrière des portes closes et masquée par des sourires publics. Pour des victimes comme Anguille, connue pour son attitude toujours joyeuse, la décision de révéler les problèmes dans son mariage a peut-être semblé impossible. Des facteurs culturels, la peur, l'espoir d'un changement ou le simple amour pour son nouveau mari ont peut-être poussé Anguille à garder le silence sur les difficultés qu'elle rencontrait. Pour ceux qui se souviendraient plus tard de cette période, les photos de mariage publiées sur Facebook prendraient une dimension obsédante. Ce qui semblait être le témoignage joyeux d'un événement heureux deviendrait la preuve d'une vie tragiquement écourtée, le rappel de promesses faites mais jamais tenues, d'un avenir qui ne se réaliserait jamais. Alors que le mois d'octobre laissait place à novembre, puis à décembre, le jeune couple continuait à vivre dans cette petite cabane. Anguille allait travailler, conservant son attitude positive et son énergie contagieuse. Jared vaquait à ses occupations quotidiennes. Pour le monde extérieur, il n'était qu'un jeune couple marié de plus, s'adaptant à leur premier mois de vie commune. Mais le calendrier comptait les jours jusqu'à une date qui allait bouleverser une communauté et dévaster 2 familles. À peine 3 mois après leur mariage, la petite cabane derrière la maison des parents de Jared allait devenir le théâtre d'un crime si horrible que même les policiers les plus aguerris auraient du mal à accepter ce qu'ils allaient découvrir. La jeune femme joyeuse qui avait remonté l'allée en octobre ne verrait jamais le printemps suivant. Les photos de mariage restèrent sur Facebook, figées dans le temps, témoignage immuable d'une journée pleine d'espoir et de promesses, sans aucun soupçon de la noirceur qui allait s'abattre 3 mois plus tard. Les mois d'hiver qui ont suivi le mariage d'octobre de Jared et Anguille ont apporté un froid qui allait bien au-delà du climat texan. Alors que la page Facebook du couple affichait toujours leurs photos de mariage, souvenir immuable d'une époque plus heureuse, la réalité qui se déroulait entre les murs de leur petite cabane racontait une histoire radicalement différente. Ce qui avait commencé comme une union pleine d'espoir se détériorait rapidement pour devenir quelque chose de dangereux et d'instable. Les premiers signes de problème sont apparus aux forces de l'ordre plutôt que ne l'aurait imaginé quiconque dans l'entourage du couple. Selon le shérif du comté de Waller, Troy Guidry, des adjoints avaient été envoyés à plusieurs reprises au domicile du couple en réponse à des appels pour violences domestiques. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés ou de simples malentendus, mais d'une escalade de conflits qui aurait dû servir de signe avant-coureur de la tragédie à venir. Les cas de violences domestiques sont notoirement complexes et difficiles à gérer pour toutes les personnes concernées. Les victimes se retrouvent souvent prises au piège dans un cycle d'abus, d'espoir et de peur. Elles peuvent appeler à l'aide en cas de crise, mais se rétracter ou minimiser la situation lorsque les autorités arrivent. Les amis et les membres de la famille ignorent souvent la gravité de la situation, ne voyant que ce que le couple choisit de révéler au monde extérieur. Pour Anguille, conserver sa bonne humeur caractéristique au travail tout en faisant face à un mariage de plus en plus difficile a dû nécessiter une énorme force émotionnelle. Ses collègues de travail voyaient en elle la jeune femme brillante et énergique qu'ils avaient toujours connue. Véronica Jiménez, sa patronne, n'a rien remarqué qui suggérait qu'Anguille vivait dans la peur ou subissait des abus à la maison. La façade tenait, du moins en public. Mais que se passait-il quand Anguille rentrait dans cette cabane chaque soir? Que se passait-il dans l'intimité de ses murs, loin des regards de ses patrons, de ses collègues, de ses amis et même des parents de Jared qui vivaient à quelques pas de là, sur la même propriété? Les réponses à ces questions ne seront jamais entièrement révélées, car les 2 seules personnes qui connaissaient vraiment les détails intimes de leur relation étaient Jared et Anguille. Et l'une d'elles allait bientôt être réduite au silence pour toujours. La dynamique de leur relation pendant ces mois-là reste en grande partie un mystère. Les autorités n'ont jamais divulgué publiquement la nature spécifique des incidents de violence domestique qui ont conduit les adjoints du shérif à se rendre chez eux. S'agissait-il d'altercations verbales qui ont dégénéré en confrontations physiques?
Jared affichait-il des comportements dominateurs typiques des relations abusives? Angie se sentait-elle suffisamment en sécurité pour se confier à quelqu'un au sujet de ce qu'elle vivait? Ce que l'on sait, c'est qu'au début du mois de janvier 2023, 3 mois seulement après leur vœu de mariage, la situation avait atteint un point critique. La cabane, qui était censée représenter leur avenir commun, était devenue un véritable chaudron bouillonnant de tension, de colère et de violence. Quels que soient les conflits qui existaient entre eux, qu'ils soient liés à la jalousie, au contrôle, au stress financier ou à d'autres problèmes, ils étaient sur le point d'atteindre leur terrible paroxysme. Le 11 janvier 2023 a commencé comme n'importe quel autre mercredi dans la campagne du comté de Waller. Les parents de Jared vaquaient à leurs occupations quotidiennes sur leur propriété, sans doute sans se soucier du jeune couple vivant dans la cabane derrière leur maison. Ils n'avaient aucune raison de soupçonner que cette journée serait différente des autres. Rien n'indiquait que leur vie allait être bouleversée à jamais par un acte de violence indescriptible se déroulant à quelques mètres de leur propre résidence. La séquence exacte des événements qui se sont déroulés dans la cabane ce jour-là ne sera peut-être jamais entièrement comprise. Qu'est-ce qui a déclenché la confrontation finale? Était-ce la suite d'une dispute en cours ou quelque chose de précis a-t-il mis Jared hors de lui? Angie a-t-elle senti le danger qui la guettait? Ou la violence a-t-elle escaladé si soudainement qu'elle n'a pas eu le temps de s'échapper ou d'appeler à l'aide? Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné au cours de cette journée, Jared a pris une décision qui allait détruire plusieurs vies, celle de sa femme, la sienne, celle de ses parents et celle d'innombrables autres personnes, dont les vies croisaient celles de ce jeune couple. À ce moment-là, qu'il ait été poussé par la rage, la jalousie, le désir de contrôle ou une combinaison de facteurs qui ne seront peut-être jamais entièrement compris, il a choisi la violence. Il a choisi de prendre la vie de la jeune femme qui, 3 mois plus tôt, s'était tenue à ses côtés en promettant de l'aimer et de le chérir. La violence qui s'est produite dans cette cabane n'était pas un crime passionnel ou une perte de contrôle momentanée. Ce que Jared a fait à Angie était brutal, prolongé et délibéré. La scène qui s'offrira plus tard aux premiers intervenants témoignera de la nature extrême de la violence infligée à la jeune femme qui avait été décrite comme une personne lumineuse et positive par tous ceux qui la connaissaient. Alors que la journée touchait à sa fin, les parents de Jared n'avaient aucune idée de l'horreur qui s'était déroulée dans la cabane, située sur leur propriété. Ils vaquaient à leurs occupations, peut-être en préparant le dîner, en s'occupant des tâches ménagères ou simplement en se relaxant. Ils n'avaient aucune raison de vérifier si le jeune couple allait bien. Après tout, les jeunes mariés ont besoin d'intimité et d'espace pour s'adapter à leur nouvelle vie. Mais vers 16h35, quelque chose les a poussés à se rendre au chalet. Peut-être ont-ils remarqué quelque chose d'inhabituel. Peut-être avaient-ils prévu de s'y arrêter pour une raison anodine. Quelle que soit la raison qui les a amenés dans cette petite maison derrière leur propriété, rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. La scène qui s'est présentée aux parents de Jared dépassait l'entendement. La femme que leur fils avait épousée 3 mois plus tôt gisait morte, son corps portant les traces d'une violence si extrême que même des agents des forces de l'ordre aguerris auraient ensuite du mal à garder leur sang-froid. Le sang recouvrait l'intérieur de la cabane, sur les murs, le sol, partout où le regard pouvait se poser. Ce n'était pas le lieu d'un accident, ni même d'un homicide classique. C'était un carnage. Au moment de la découverte, les parents de Jared ont probablement été submergés par une cascade d'émotions. Choc, incrédulité, horreur, déni. Leur belle-fille, la jeune femme qui avait rejoint leur famille avec tant d'espoir et de promesses, était morte. Et quelque part dans cette cabane ou à proximité se trouvait leur fils, le responsable de ce cauchemar. Les mains tremblantes, l'un d'eux a composé le 911. L'appel reçu cet après-midi-là par le bureau du shérif du comté de Waller allait déclencher une enquête sur l'un des homicides domestiques les plus brutaux que le comté ait jamais connu. L'appel au 911 des parents de Jared a été reçu par le bureau du shérif du comté de Waller
vers 16h35, le 11 janvier 2023. Le répartiteur à l'autre bout du fil a entendu la panique et la détresse dans leur voix lorsqu'ils ont signalé un possible décès sur leur propriété. Des adjoints ont immédiatement été envoyés à l'adresse située sur Oak Hollow Boulevard, près de Magnolia. Lorsque les premières voitures de patrouille sont arrivées sur les lieux, les agents qui sont intervenus n'avaient aucun moyen de savoir l'horreur qui les attendait à l'intérieur de cette petite cabane. Ils avaient déjà répondu à des appels pour violences domestiques à cette adresse, ce qui les avait amenés à vérifier à plusieurs reprises si le jeune couple allait bien. Mais rien dans leurs précédentes rencontres avec Jared et Angie ne les avait préparés à ce qu'ils allaient voir. Le shérif Troy Guidry décrira plus tard la scène en termes très crus lors d'une conférence de presse, la voix lourde du poids de ce que ses adjoints avaient découvert. Une partie du corps était démembrée et la maison était couverte de sang, a-t-il déclaré, avant d'ajouter après une pause « une scène pour le moins macabre ». Ces mots soigneusement choisis, prononcés par un vétéran des forces de l'ordre qui avait sans doute vu son lot de crimes violents, traduisaient l'extrême brutalité de ce qui s'était passé. L'intérieur de la maison racontait une histoire de violence inimaginable. Du sang éclaboussait les murs et formait des flaques sur le sol. La jeune femme qui était si pleine de vie, qui souriait sur les photos de mariage prises 3 mois plus tôt, avait subi une mort si violente que même sa description choquerait la communauté. Angie Diaz n'avait pas simplement été tuée, elle avait été brutalement assassinée et son corps profané d'une manière qui suggérait une rage extrême ou un détachement total de l'humanité. Les adjoints ont immédiatement sécurisé les lieux et ont commencé à rechercher Jared. Ils n'ont pas eu à chercher loin. Il a été retrouvé sur la propriété ou à proximité, et les agents l'ont rapidement placé en garde à vue. Il n'y a eu ni poursuite, ni confrontation dramatique. Il était simplement là, et il a été arrêté sans incident. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne qui vient de commettre un tel acte? Jared a-t-il ressenti des remords, de la peur ou rien du tout? Était-il sous le choc de ses propres actes ou avait-il déjà prévu la suite? Ces questions ne trouveraient jamais de réponse complète, mais ce qui s'est passé ensuite allait lever tout doute quant à sa culpabilité. Une fois en garde à vue et interrogé, Jared James Dickus a pris une décision qui allait sceller son destin. Plutôt que de garder le silence ou de demander un avocat, il a avoué. Il a admis au détective qu'il avait assassiné sa femme. Ses aveux ont levé tout mystère quant à l'identité du responsable de la mort d'Angie, mais ils n'ont guère expliqué pourquoi une violence aussi extrême avait été nécessaire à ses yeux. Son aveu de culpabilité fut rapide, ce qui suggère soit que Jared ne ressentait pas le besoin de cacher ce qu'il avait fait, soit que l'énormité de ses actes avait pris le pas sur son instinct de survie. Quelle que soit sa raison, ses aveux aux forces de l'ordre signifiaient que l'affaire judiciaire à son encontre serait simple en termes d'établissement de l'identité de l'auteur du crime. La nouvelle du meurtre d'Angie Diaz se répandit rapidement dans les petites communautés du comté de Waller et au-delà. Pour ceux qui la connaissaient, cette révélation était incompréhensible. La jeune femme décrite comme toujours joyeuse, souriante, pleine de rêves et d'énergie, avait été tuée de la manière la plus brutale qui soit, et par l'homme qui avait promis de l'aimer et de la protéger. Veronica Jiménez, la patronne d'Angie, avait du mal à accepter cette perte. Une fille très brillante, pleine d'énergie, jamais négative, a-t-elle déclaré aux journalistes. Ces mots capturant l'essence même de ce qu'Angie avait été pour ceux qui avaient eu la chance de la connaître. Elle avait tellement d'objectifs dans la vie. Ces objectifs, quels qu'aient été les projets et les rêves qu'Angie nourrissait pour son avenir, resteraient désormais à jamais inassouvis. L'impact sur la famille d'Angie a été dévastateur, au-delà de toute mesure. Son oncle, Irvin Orellana, qui avait été son tuteur légal et l'avait vue devenir la jeune femme dynamique qu'elle était, a dû faire face à une perte qui défiait l'entendement. Sur une page GoFundMe, créée pour aider à rapatrier le corps d'Angie dans son Nicaragua natal, il a écrit des mots qui traduisaient la profondeur du chagrin de la famille.
toujours souriante, avec une personnalité joyeuse. Son absence dans nos vies se fera sentir à jamais. Pour une famille déjà confrontée aux difficultés liées à la distance, Angie avait immigré aux États-Unis à la recherche d'opportunités et d'une vie meilleure. La tragédie a été aggravée par des problèmes logistiques. Son corps devait être transporté sur des milliers de kilomètres jusqu'au Nicaragua, où les membres de sa famille, qui ne l'avaient pas vu depuis des années, se rassembleraient pour lui dire adieu. La campagne GoFundMe est devenue non seulement une nécessité pratique, mais aussi un point de ralliement pour toutes les personnes dont Angie avait touché la vie. Pendant ce temps, Jared James Dickus était détenu sans caution à la prison du comté de Waller, accusé de crimes qui risquaient de le maintenir derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Ses aveux avaient considérablement facilité le travail de l'accusation, mais ils n'avaient pas permis de répondre à la question qui hantait toutes les personnes liées à l'affaire. Pourquoi ? Le shérif Guidry a confirmé aux médias que les adjoints étaient déjà intervenus au domicile du couple pour des appels liés à des violences domestiques, reconnaissant ainsi le schéma de maltraitance qui avait précédé le meurtre. Cependant, les autorités n'ont jamais révélé publiquement le motif précis du meurtre. Qu'est-ce qui avait poussé Jared à commettre un acte aussi violent ? Était-ce la jalousie, le besoin de contrôle, la rage provoquée par quelque chose qu'Angie avait dit ou fait? Ou était-ce quelque chose de plus sombre, quelque chose qui avait mûri en lui tout au long de leur bref mariage? Les photos du mariage sont restées sur la page Facebook de Jared, rappelant de manière obsédante ce qui aurait pu être. Les amis qui avaient fait la fête avec le couple quelques mois plus tôt faisaient désormais défiler ces images avec horreur et tristesse, à la recherche de signes qu'ils auraient pu manquer, d'indices qui auraient pu prédire une issue aussi catastrophique. Pour les parents de Jared, le traumatisme était multiple et complexe. Ils avaient perdu leur belle-fille de la manière la plus horrible qui soit, découvrant eux-mêmes son corps. En même temps, ils devaient faire face à la réalité que leur fils, l'enfant qu'ils avaient élevé, était responsable de cet acte innommable. La cabane sur leur propriété, autrefois symbole de l'indépendance et du nouveau départ du jeune couple, était devenue une scène de crime qui entrait à jamais leurs souvenirs. La justice a tourné lentement au cours des mois qui ont suivi le meurtre d'Angie Diaz. Jared James Dickus est resté incarcéré à la prison du comté de Waller pendant que les procureurs montaient leur dossier, bien que ses aveux leur aient déjà fourni la preuve cruciale dont ils avaient besoin. La procédure judiciaire a toutefois pris du temps. Il a fallu mener à bien l'enquête, analyser les preuves médico-légales et suivre toutes les étapes procédurales requises par le système judiciaire. Pour la famille d'Angie, tant aux États-Unis qu'au Nicaragua, l'attente était angoissante. Ils avaient déjà fait leurs adieux à son corps, l'ayant inhumé dans son pays natal grâce aux fonds récoltés par la campagne GoFundMe. Mais ils ne pourraient vraiment tourner la page que lorsque l'homme qui lui avait ôté la vie aurait assumé toutes les conséquences de ses actes. Les preuves contre Jared étaient accablantes. Au-delà de ses aveux aux enquêteurs, les preuves matérielles recueillies sur la scène du crime dressaient un tableau irréfutable de sa culpabilité. Les traces de sang, l'emplacement du corps d'Angie, l'état dans lequel elle a été retrouvée, tout cela ne pouvait mener qu'à une seule conclusion. Il ne pouvait prétendre à l'innocence, invoquer la légitime défense, ni trouver aucune stratégie juridique viable pour expliquer son acte. Au fur et à mesure que l'affaire progressait dans le système judiciaire, Jared a dû prendre une décision cruciale. Tenter sa chance avec un procès devant jury ou accepter un accord de plaidoyer. Un procès devant jury signifierait exposer tous les détails horribles du meurtre d'Angie au regard du public. Cela signifierait que sa famille devrait endurer d'entendre exactement comment elle est morte, l'étendue de la violence qui lui a été infligée et revivre le traumatisme de sa perte dans les moindres détails. Finalement, Jared a choisi de plaider coupable. Cette décision a épargné à toutes les personnes concernées, la famille de la victime, sa propre famille et la communauté, l'épreuve d'un long procès. Cela signifiait également qu'il renonçait à son droit de faire appel du verdict lui-même, même s'il pouvait toujours faire appel de sa peine.
En août 2024, plus d'un an et demi après le meurtre d'Anguy, Jared James Dickus s'est présenté devant un juge pour recevoir sa peine. La salle d'audience était remplie de personnes dont la vie avait été irrémédiablement bouleversée par ces actes. Les membres de la famille d'Anguy, qui avaient fait le déplacement pour voir justice être faite, les membres de la communauté, horrifiés par ce crime, et probablement les membres de sa propre famille, tiraillés entre leur double rôle de victime d'un traumatisme et de proche de l'auteur du crime. Le juge présidant l'affaire avait examiné toutes les preuves, lu les rapports préalables à la sentence et pris en considération les arguments de l'accusation et de la défense. La brutalité du crime, la vulnérabilité de la victime, la violation du lien le plus sacré qui soit, le mariage, ont tous pesé lourdement dans la détermination d'une peine appropriée. Lorsque le juge a prononcé la sentence, la gravité des actes de Jared s'est reflétée dans la peine. 40 ans de prison. C'était une peine qui reconnaissait la nature odieuse du crime tout en restant en deçà de la peine maximale possible. Jared serait finalement éligible à la libération conditionnelle, mais compte tenu des circonstances de son crime, la commission des libérations conditionnelles serait soumise à une pression importante pour le maintenir en prison aussi longtemps que possible légalement. 40 ans. Jared avait 21 ans lorsqu'il a épousé Anguy, 23 lorsqu'il l'a assassiné. S'il purgeait la totalité de sa peine, il aurait 63 ans à sa libération, un vieil homme qui aurait passé toute sa vie adulte derrière les barreaux. Le jeune homme plein de vie qui souriait sur les photos de mariage ne serait plus, s'il sortait de prison, que l'ombre de lui-même. Pour la famille d'Anguy, aucune peine ne pouvait vraiment rendre justice à ce qui leur avait été enlevé. Aucune durée d'emprisonnement ne pouvait ramener la jeune femme qui avait été la lumière de leur famille, qui avait immigré avec le rêve d'une vie meilleure, qui avait cru suffisamment en l'amour pour épouser l'homme qui finirait par la tuer. Mais la peine représentait au moins la reconnaissance par la société que ce que Jared avait fait était monstrueux et méritait une punition sévère. La procédure judiciaire a également révélé les défaillances plus générales qui avaient précédé la mort d'Anguy. Les multiples appels pour violences domestiques au domicile du couple ont soulevé des questions dérangeantes. Aurait-on pu faire plus pour protéger Anguy? Y a-t-il eu des occasions d'intervenir qui ont été manquées? Le système l'a-t-il laissé tomber en ne reconnaissant pas le danger croissant auquel elle était confrontée? Ces questions hantaient non seulement les forces de l'ordre, mais aussi les défenseurs des victimes de violences domestiques qui voyaient dans le cas d'Anguy un schéma tragique qu'ils avaient trop souvent observé auparavant. Des jeunes femmes, souvent isolées de leur réseau de soutien, piégées dans des relations avec des hommes de plus en plus violents, appelant à l'aide en composant le 911, ce qui aboutissait à des interventions temporaires mais sans protection durable. Alors que Jared était emmené hors de la salle d'audience pour commencer à purger sa peine de 40 ans, le caractère définitif de ce moment s'est imposé à toutes les personnes présentes. Ce chapitre était clos. La justice avait rendu son verdict. Mais la douleur, la perte et les questions allaient perdurer bien plus longtemps que n'importe quelle procédure judiciaire. L'histoire d'Anguy Diaz et de Jared Dickus ne s'est pas terminée avec la fermeture des portes de la salle d'audience ou la condamnation définitive à 40 ans de prison. Comme toutes les tragédies liées à la violence domestique, les répercussions de cette journée de janvier 2023 ont continué à se propager, touchant des vies et soulevant des questions qui dépassaient largement le cadre d'une petite cabane du comté de Waller, au Texas. Pour la famille d'Anguy au Nicaragua, cette perte restait une présence constante et douloureuse dans leur vie quotidienne. Irvin Orellana et d'autres proches qui l'avaient vu grandir, qui avaient soutenu ses rêves de construire une vie en Amérique, se demandaient ce qui aurait pu se passer. Serait-elle finalement revenue chez elle pour leur rendre visite, leur raconter ses succès? Y aurait-il eu des enfants, une nouvelle génération pour perpétuer son esprit brillant? Toutes ces possibilités ont été anéanties en quelques instants violents par l'homme qui avait promis d'être son partenaire dans la vie. La communauté d'immigrants dont Anguy faisait partie a profondément ressenti sa perte.
Son histoire est devenue un récit édifiant que les familles se chuchotent entre elles, un rappel que le rêve américain peut se transformer en cauchemar, que la distance géographique qui sépare les jeunes de leur famille peut les rendre vulnérables, que la promesse d'une nouvelle vie peut se terminer par une tragédie indescriptible. Pour d'autres jeunes femmes dans une situation similaire à celle d'Anguille, sa mort a été un rappel sinistre des dangers de la violence domestique et de l'importance de demander de l'aide, même lorsque l'amour et l'espoir suggèrent que les choses pourraient s'améliorer. Veronica Jiménez, la patronne d'Anguille, a continué à diriger son entreprise, mais l'absence de son employé énergique a laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Elle avait perdu plus qu'une simple employée. Elle avait perdu une jeune femme dont l'esprit positif illuminait le lieu de travail, qui avait des rêves et des ambitions, qui représentaient un potentiel et une promesse. Chaque fois qu'un nouvel employé commençait, Jiménez se souvenait probablement de cette jeune fille brillante qui n'atteindrait jamais ses objectifs. Pour les parents de Jared, les conséquences ont été une autre forme de tourment. Ils avaient perdu leur belle-fille de la manière la plus horrible qui soit, découvrant eux-mêmes son corps dans un moment qui les hantrait pour le reste de leur vie. Mais ils avaient aussi, d'une certaine manière, perdu leur fils. Le jeune homme qu'ils avaient élevé était désormais un meurtrier condamné à purger une peine de 40 ans de prison. La propriété qu'ils considéraient comme leur foyer avait été à jamais souillée par la violence qui s'y était déroulée. La cabane derrière leur maison leur rappelait en permanence le pire jour de leur vie. Comment des parents peuvent-ils concilier l'enfant qu'ils pensaient connaître avec le monstre capable d'une telle brutalité ? Les parents de Jared ont dû faire face à un fardeau psychologique que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. La culpabilité de se demander s'ils avaient manqué des signes, la honte d'être liés à un crime aussi odieux, le chagrin d'avoir perdu à la fois la victime et l'auteur du crime dans le même acte de violence. Les photos de mariage, qui semblaient autrefois célébrer joyeusement leur amour, servaient désormais de preuve dans une affaire de meurtre, comme images édifiantes partagées dans des articles de presse et des discussions sur les crimes réels. Ce qui aurait dû être des souvenirs précieux était devenu des pièces à conviction dans l'histoire de la rapidité avec laquelle l'amour peut se transformer en violence, de la façon dont la personne qui promet de vous protéger peut devenir votre plus grande menace. Les experts en violence domestique ont cité le cas d'Anguille comme illustrant les schémas qu'ils tentaient depuis longtemps de faire comprendre au public. Les multiples appels au 911 passés depuis la résidence avant le meurtre étaient des signes avant-coureurs classiques d'une escalade de la violence. L'isolement lié au fait de vivre dans la propriété des parents de Jared, loin de son propre réseau de soutien et de sa famille, avait probablement rendu plus difficile pour Anguille de partir ou de demander de l'aide. La durée relativement courte de leur mariage avant le meurtre correspondait au schéma habituel selon lesquels les agresseurs intensifient leur violence lorsqu'ils estiment avoir piégé leur victime par le mariage. Le fait que les autorités n'aient jamais révélé publiquement le motif précis du meurtre était également révélateur. Les meurtres liés à la violence domestique n'ont souvent pas de motif rationnel au sens traditionnel du terme. Ils résultent d'une combinaison toxique de contrôle, de possessivité, de rage et de la conviction de l'agresseur qu'il a le droit de dominer ou de détruire son partenaire. Que Anguille ait fait quelque chose de spécifique pour déclencher la violence de Jared ou que le meurtre ait simplement été l'aboutissement de son comportement abusif, le résultat était le même. Une jeune femme qui avait toute la vie devant elle était morte. La communauté de Magnolia et du comté de Waller a lentement tourné la page, mais le meurtre d'Anguille a laissé des traces. Les organisations locales de lutte contre la violence domestique ont probablement constaté une prise de conscience accrue et peut-être une augmentation des appels à leurs lignes d'assistance téléphonique, d'autres victimes s'étant reconnues dans l'histoire d'Anguille. L'affaire est entrée dans la conscience locale, une tragédie dont les habitants se souviendraient et à laquelle ils feraient référence lorsqu'ils discuteraient de la violence contre les femmes.
Quant à Jared James Dickus, il a commencé son parcours dans le système pénitentiaire texan où il passerait les prochaines décennies. Entre ses murs, entouré d'autres hommes ayant commis des crimes violents, il aurait tout le temps de réfléchir à ce qu'il avait fait. Reste à savoir s'il comprendra un jour véritablement l'ampleur de ses actes, s'il éprouvera un remords sincère pour avoir détruit la vie d'Anguy et bouleversé celle de tant d'autres personnes. Les photos de mariage sont restées en ligne, archivées dans la mémoire permanente d'Internet. Les futurs chercheurs qui étudieront la violence domestique, les passionnés de crimes réels et les personnes qui n'ont jamais connu Jared ou Anguy découvriront ces images et apprendront leur histoire. Le couple souriant sur ces photos servirait à rappeler que les apparences peuvent être trompeuses, que la violence se cache souvent derrière des portes closes et que la promesse d'un bonheur éternel n'est jamais garantie. La vie d'Anguy Diaz avait été interrompue à l'âge de 21 ans, mais son histoire continuerait à résonner. À sa mort, elle est devenue plus qu'une simple statistique dans les registres de violences domestiques. Elle est devenue un visage, un nom, un rappel du coût humain de la violence entre partenaires intimes. Les mots de son oncle, qui disait qu'elle était la lumière de notre famille, sont devenus son épitaphe, un témoignage de qui elle était avant que la violence n'éteigne cette lumière pour toujours. L'affaire a été classée. La sentence a été prononcée. Mais les échos de cette tragédie continueront de résonner pendant des années.